Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer cette table ronde dédiée à la vision industrielle et à l'IA, intitulée Vision industrielle plus IA, tout se met en place. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une demande qui est en pleine croissance, donc en matière d'inspection, de qualité, d'automatisation dans des secteurs aussi divers que la chimie, la pharmacie, l'agro, l'emballage, l'automobile. L'objectif un petit peu de ce qu'on va essayer de faire pendant ces 3 quarts d'heure, c'est de faire un point et d'échanger sur les besoins, les applications, aussi bien pour des capteurs de vision simple que des capteurs avec une intelligence de plus en plus poussée, et puis tous les systèmes, sous-systèmes qui peuvent être connectés, et tout le lien aussi avec le système d'information, puisque l'objectif c'est de collecter de l'information. Et donc pour collecter de l'information, on va capter de la donnée, et il faut que tout ça puisse être efficient. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Malissé, je suis le dirigeant d'une structure qui s'appelle Captronic et qui accompagne les PME, start-up, ETI à intégrer de l'électronique et du logiciel embarqué dans leurs produits, et à en tirer le maximum de valeur, et depuis des phases très amont jusqu'à des phases d'industrialisation. Et donc on est particulièrement aujourd'hui, alors on travaille aussi bien sur le produit comme je viens de le dire que sur le process, et c'est vrai que la thématique de tout ce qui est vision, donc en électronique ce qu'on appelle les imageurs, est quelque chose qui monte beaucoup ces dernières années. Donc je suis très heureux d'accueillir sur cette table ronde Pierre Guillaume. Donc vous êtes Head of Sales d'Adlink. Mathias Sanchez, donc vous êtes directeur commercial et technique d'Exakis Nelite, c'est ça Nelite, pardon. Et puis David Tissot, vous êtes manager tooling équipement chez Volvo Group Truck Operations. Donc bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vous propose tout d'abord de présenter rapidement vos activités. Donc monsieur Guillaume, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors oui, je m'appelle Pierre Guillaume, je suis responsable commercial chez Adlink Technologies. Pour ceux qui ne connaisseraient pas Adlink Technologies, nous sommes un fabricant de PC industriels spécialiste dans le domaine du Edge Computing et du Edge AI. Vous voyez ici dans ce slide quelques des produits que nous proposons. Donc ça passe par des caméras de machine vision qui embarquent des accélérateurs IA, par exemple de fabricants comme NVIDIA. Nous sommes partenaires élites d'NVIDIA, ou des boîtiers pour faire de l'inférence. Alors nous, ce qu'on apporte concrètement à nos clients industriels, c'est vraiment la capacité d'intégrer de l'IA tout près de leurs actifs industriels et de valoriser la data sans avoir recours à l'envoyer un cloud ou un serveur. Toute cette création de valeur se fait dans nos équipements de façon, si vous voulez, complètement déconnectée et autonome. Merci. Mathias Sanchez, je vous laisse aussi présenter Exakis Nelite. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc Exakis Nelite, nous, on est un intégrateur de solutions cloud, c'est-à-dire qu'on travaille pour valoriser les données machines ou les données capteurs qui sont en place dans les usines, soit pour finalement être capable d'en tirer la valeur avec du edge directement sur site en mode déconnecté, en entraînant des algorithmes pour faire tourner sur place, soit en étant capable de remonter ça dans le cloud pour finalement tirer de la valeur et déclencher des opérations qui pourraient être liées, par exemple de l'alerting sur des défauts ou ce genre de choses, à partir des données qui sont collectées sur les machines. Donc vraiment, notre positionnement, c'est intégrateur des solutions cloud pour valoriser toutes les données du monde industriel et être capable de les remonter jusqu'à l'utilisateur. Donc par exemple, en créant aussi des applications qui vont pouvoir permettre à l'opérateur sur site de voir ce qui se passe. Merci. David Tissot. Oui, bonjour à tous. Quelques mots, Volvo Truck, on vous connaît un petit Alors peu. Plus précisément. Le nom dit quelque chose. Oui, je suis manager de service qu'on appelle Tooling and Equipment sur l'usine de Bourg-en-Bresse, donc qui n'est pas très loin d'ici, qui est à 50 km d'ici. C'est une usine qui assemble environ 140 camions par jour, donc avec des takt time autour de 5 minutes. Voilà, pour se mettre en tête, c'est un camion toutes les 5 minutes qui tombe de la chaîne. On fait de l'assemblage et aujourd'hui, tous nos contrôles sont à 80% des contrôles visuels humains.
Alors n'ayez pas peur quand vous freinez, normalement on n'a pas trop d'accidents. Mais tous nos points de sécurité sont aujourd'hui soit contrôlés par des automates de serrage si c'est des problématiques de serrage. Par contre, pour tout ce qui est positionnement et encliquetage, on a beaucoup de contrôles et de contrôles consécutifs qui sont réalisés par l'œil humain. Et donc notre besoin aujourd'hui, nous on est plutôt en présence du besoin, c'est de remplacer ces contrôles humains pour bien sûr améliorer notre qualité, mais aussi réduire et travailler sur l'ergonomie des opérateurs et réduire un petit peu la charge cognitive des opérateurs qui font ces contrôles visuels tout au long de la chaîne d'assemblage. Merci. Sur un plan, on va rentrer directement dans le sujet. Aujourd'hui, quel est le besoin, un des premiers projets, le projet sur lequel on a beaucoup discuté, que vous présentez aujourd'hui. Quel est exactement le besoin? Qu'est-ce que vous cherchez à détecter, à vérifier? Donc ça fait quelques années qu'on est maintenant intéressé sur les systèmes de vision. Et un des premiers besoins qu'on a émis, alors dans le cahier des charges pour définir le premier besoin, c'était de trouver un cas plutôt simple, qui nous paraissait facile à intégrer pour commencer à faire rentrer la technologie dans l'usine, et puis s'approprier la technologie, et puis faire un peu de change avec les opérateurs pour qu'ils voient apparaître ces nouveaux systèmes à côté d'eux. Donc le premier besoin, alors sans rentrer trop dans le détail technique, on a un petit poste d'assemblage que vous voyez en bas à gauche là, qui est le système de direction, c'est un boîtier de direction avec un levier pendant et un système mobile pour commander les roues. Et sur cet ensemble de boîtiers de direction, on a deux opérations qui sont aujourd'hui critiques et contrôlées visuellement, qui sont l'alignement du repère de la partie mobile par rapport au boîtier de direction. Donc c'est le petit encart qu'on voit en haut à gauche. Et une fois qu'on a fini toutes les opérations de serrage, l'opérateur il vient avec un poinçon finalement déformer une partie de l'écrou. Et c'est cette déformation qui est contrôlée aussi visuellement par l'opérateur avant que le poste soit envoyé à l'étape d'après. Donc l'effet client, si l'alignement n'est pas bien fait, vous avez le volant qui est de travers dans la cabine. Donc c'est pas d'un point de vue client, c'est pas d'un point de vue qualité, c'est pas très bien. Je trouve pas mes mots. Et puis le deuxième est le risque. Alors vraiment, si le poinçonnage n'est pas fait et que l'écrou venait à se desserrer, la perte de la direction, et vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Donc on a travaillé pour mettre en place un système de vision qui nous ferait ces deux contrôles-là dans le flux de l'opérateur et qui aurait une interaction avec l'automate de déblocage du poste pour qu'une fois que tout est bien vérifié, on puisse débloquer le poste de manière automatique. D'accord, donc vous êtes bien sur du contrôle unitaire sur chaque pièce et avec aussi des exigences de traçabilité, en tout cas de stockage. Oui, à terme, on a bien une notion de stocker dans notre système qu'on appelle SUMO, qui est le suivi de montage, le fait qu'on garde les photos et on les raccroche au numéro de camion et on est obligé légalement de garder l'archivage de tous nos contrôles 10 ans. Donc il y a une notion de garder les photos qui prouvent que le contrôle a bien été réalisé pendant une dizaine d'années. D'accord, merci. Monsieur Guillaume, donc chez Adlink, aujourd'hui, quels sont les types de projets que vous rencontrez en vision industrielle? Oui, alors il y a trois thématiques qui reviennent souvent, et c'est souvent ces projets sur lesquels on avance sur des POC et dans des déploiements. On pourrait les classer d'abord la partie inspection de qualité, comme un exemple qui vient d'être évoqué, l'aspect sécurité des opérateurs ou des salariés dans les usines, ça revient souvent cette thématique, et aussi une troisième qui est la robotisation ou l'automatisation de certains flux de production. Par exemple, je peux vous citer un exemple dans l'aspect inspection de qualité. Nous avons récemment travaillé avec un fabricant de lentilles de contact. La particularité de ce produit, c'est qu'il est transparent, donc il est très difficile de détecter des défauts de qualité dans les lentilles. Donc ce client utilisait auparavant des systèmes de machine vision conventionnels sans IA et a atteigné à l'époque 30% de taux de détection de défauts, ce qui est très très bas. Donc il faisait appel à des personnes, à des humains qui faisaient aussi une inspection visuelle humaine. Donc ce qui était très coûteux. Donc on leur a installé des caméras IA qu'on vous avez vu dans le transparent. Et aujourd'hui on a pu augmenter ce taux de détection de 30 à 95%.
donc ce qui est un saut considérable. Et on a pu aussi augmenter de 50 fois le débit de traitement, ce qui est considérable. Donc voilà un exemple sur la partie qualité, un autre exemple pour la partie sécurité. Récemment, nous avons aidé un client sur tout ce qui concerne les opérations de décharge de véhicules citernes contenant des liquides inflammables ou dangereux. Comme vous le savez, ces opérations sont très bien encadrées avec des protocoles de sécurité très stricts dans les usines, c'est très dangereux. Mais malheureusement, ces usines disposent de moyens, ne sont pas hyper efficaces. Ça passe souvent par des systèmes de vidéosurveillance sans IA ou tout simplement par un superviseur sur place qui encadre toute la procédure. Et parfois, peut y avoir des petites erreurs qui peuvent être fatales parfois. Donc, on a installé des caméras de machine vision avec de l'IA. Nous filmons la scène. Et nous sommes capables aujourd'hui de détecter plusieurs choses. Par exemple, si l'opérateur est bien équipé des équipements de protection individuelle, s'il respecte à tout moment la distance de sécurité avec le véhicule citerne, si le véhicule citerne est la bonne plaque d'immatriculation, s'il est stationné au bon endroit et s'il ne bouge pas pendant les phases de décharge, et s'il y a par exemple des personnes non autorisées dans l'enceinte pendant ces opérations. Voilà un exemple pour garantir la sécurité. Et sur la partie robotisation, c'est un marché où on se développe très rapidement. Nous avons récemment aussi dans le domaine de l'automotive travaillé avec BMW. Le groupe BMW, comme vous le savez, se positionne dans les véhicules haut de gamme et se différencie avec un catalogue de véhicules avec beaucoup d'options, ce qui crée dans les lignes de production beaucoup de variabilité, beaucoup de dynamisme, ce qu'on appelle le just-in sequence. Et afin d'assurer tout ça, c'est difficile, c'est un gros challenge logistique. Il y a plus de 230 000 pièces qui circulent dans les usines de BMW par jour, ça fait des millions de flux. Donc BMW a souhaité robotiser complètement ces flux et a développé son propre robot AMR de nouvelle génération. Donc a fait appel à D-Link pour qu'on lui développe l'unité centrale de ce robot qui équipe beaucoup de machine vision et autres algo et IA métier et aussi la partie navigation. Et ce robot aujourd'hui en déploiement dans toutes les usines est au cœur du programme Usine 4.0 de BMW. Et l'avantage, je pense qu'on apporte, c'est que c'est un robot qui est très agile et très reprogrammable et très dynamique dans les usines de BMW. Donc voilà quelques thématiques sur lesquelles on travaille actuellement. Merci. Monsieur Sanchez, de votre côté, quelles sont les grandes thématiques, les grands sujets que vous voyez en vision industrielle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, de notre côté, ça rejoint beaucoup la détection de défauts sur la chaîne de production, où on va être effectivement capable, avec souvent les instruments déjà en place, de venir récupérer les images des caméras qui sont sur la chaîne de production et où jusqu'à présent il pouvait y avoir des systèmes en place qui pouvaient être compliqués à calibrer et, comme vous l'expliquiez, avec des taux de réussite qui peuvent être entre 30 et 60%, donc insuffisants pour totalement se passer du contrôle humain. Nous, on a une stratégie qui est vraiment de récupérer ces images, de ne pas impacter la chaîne de production et de les envoyer du coup dans le cloud pour apprendre aux modèles à détecter, donc via des interfaces assez simples qu'on peut donner finalement aux utilisateurs finaux qui connaissent leur métier, leur donner cette interface pour qu'ils qualifient les défauts et que derrière ce modèle entraîné, on puisse l'utiliser pour faire de l'alerting. Donc ça a été le cas par exemple chez Photowatt, qui est un fabricant de panneaux photovoltaïques. Panneaux photovoltaïques, on a une chance extraordinaire, c'est qu'ils peuvent être fondus, c'est du silicium à l'infini. Mais plus on détecte tôt une erreur dans la chaîne de production, plus on va être capable d'éviter de la consommation d'énergie, de temps, pour justement traiter un panneau qui est déjà défectueux à la base. Donc là, en utilisant les caméras radiographiques qu'ils avaient sur la chaîne de production, on a été capable d'entraîner un modèle qui a fait passer le taux de détection qu'ils avaient avant de 60% à 98% de détection des défauts, et qui rapidement est passé du POC non intrusif en l'espace de quelques mois à une solution qui est en production, et où aujourd'hui les opérateurs vont directement recevoir un message sur leur téléphone via une application Power Apps où ils vont être capables d'avoir le numéro de la plaque, où elle se situe, pour aller la retirer et la faire refondre le plus tôt possible. Donc ça, c'est un des types de sujets qu'on va traiter et sur lesquels on peut avoir des ROI extrêmement rapides. L'autre sujet sur lequel qu'on voit beaucoup émerger, c'est l'utilisation des caméras IP dans les usines
pour finalement aller faire de la détection de présence ou de la détection d'équipements de sécurité portés ou pas portés, notamment pour travailler avec toute la partie assurantielle et pouvoir prouver ce qui se passe à un instant donné et éviter les faux positifs sur ces types de systèmes. Voilà les types de projets qu'on croise aujourd'hui beaucoup. Vous parliez aussi de lecture de documents. Exactement, vous avez raison. Ça, c'est un scénario qu'on a peut-être moins en tête quand on parle d'IA, mais qui aujourd'hui a un vrai gain de temps pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on accompagne des grands industriels où les gens passent énormément de temps à réceptionner, par exemple, des commandes pour aller ressaisir derrière dans les systèmes la bonne réception, le check, le nombre, etc. d'items. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir lire le document, faire le lien directement avec le système de l'entreprise, comparer, voire checker, faire les méthodes à la place de l'opérateur pour libérer, dégager du temps. Donc ça, c'est une autre tendance forte, effectivement, qu'on voit beaucoup depuis maintenant 2 ans. Et ce qui est très bien, c'est que là, souvent, on n'est pas du tout, vu qu'on est sur une technologie, la lecture de documents qui est très mature, on n'est pas dans du POC, on est dans quelque chose qui on a un ROI immédiat, et où, maintenant, avec la sécurisation et l'interconnexion des systèmes, on arrive à aller très très loin dans l'automatisation des tâches, où avant, il y avait beaucoup de ressaisie. Okay, ça s'éloigne un tout petit peu de la vision industrielle, mais on est quand même dans l'industrie et on fait quand même de la vision. Exactement. Donc c'est aussi intéressant à positionner. En termes de solutions, David Tissot, qu'est-ce que vous avez mis donc en place? Parce que c'est quelque chose que vous avez construit donc avec des partenaires sur mesure. Donc aujourd'hui, vers quoi vous êtes orienté? Ce que vous avez testé et quels résultats vous avez réussi à obtenir? Parce qu'au final, c'est quand même la difficulté. On a décidé d'attaquer ce sujet avec... Alors nous, on a eu un petit peu de chance, j'en profite parce qu'ils sont nombreux dans la salle, mais on a eu un petit peu de chance, c'est qu'on a pu intégrer ce projet-là dans un cluster d'entreprise qui s'appelle La Ruche sur Lyon. Et on a pu faire notre développement personnel, je dirais, monter notre compétence autour du sujet vision avec d'autres industriels et en s'appuyant sur des partenaires technologiques, comme vous l'avez dit, autour de notre projet. Et ça nous a permis, offline, c'est-à-dire sans avoir toutes les problématiques qu'on pourrait avoir en lançant un POC dans une entreprise, de tester un certain nombre de choses et de se rendre compte d'un certain nombre de choses avant de lancer vraiment le sujet dans notre usine. Ne serait-ce que le document que vous avez là, pour des novices comme nous, puisqu'on était vraiment novices, on a vite compris qu'un système de vision, c'était pas qu'une caméra et un PC, mais qu'il y avait des éléments à vérifier avant de savoir si on était capable de mettre en place un système de vision dans notre usine, tous les facteurs qui pourraient être impactants pour définir un système de vision, ne serait-ce que l'éclairage, la poussière, la température, des choses comme ça, sur lesquelles on s'est posé les bonnes questions avant de lancer notre sujet. Et puis après, d'être en phase projet avec des partenaires technologiques, comme je l'ai dit, ça nous a permis de tester les différents éléments qu'on voit, que l'éclairage, l'optique, la caméra, les protocoles de communication, et d'avoir finalement plusieurs typologies, et d'avoir finalement, au bout du compte, la solution qui nous convenait, et pas d'avoir, alors c'est une expression aussi qu'on a utilisée, mais pas d'avoir un marteau pour écraser une mouche, c'est pour Camille, et puis voilà, d'avoir une solution qui correspondait vraiment à notre besoin, et pas finalement d'acheter une solution, de la mettre en place, et puis qu'on se rende compte assez vite avec les opérateurs que ça correspondait à rien, et de tuer une bonne fois pour toutes la technologie dans nos entreprises. Donc là, on a fait du développement hors de nos process, et on met en place aujourd'hui, dans les semaines qui arrivent, la solution qui va bien, avec de la vision qui est de la vision industrielle, pas d'intelligence artificielle derrière. Tout à fait. Ouais, vous faites bien de souligner effectivement l'importance de l'éclairage, qui est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, avec beaucoup de variations de l'éclairage, j'ai dit, ambiant dans un atelier, qui sont le jour, la nuit, puisque en fin de journée, l'hiver, différents, donc passage d'un éclairage naturel, un éclairage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, donc qui peuvent perturber la vision. Vous êtes par contre vous n'aviez pas de problématique de pièces en mouvement, donc c'était immobile. Donc ça, c'est vrai que ça facilite un petit peu quand même les choses. On avait une seule problématique qui était notre problématique de TAC. Finalement,
ce qu'on considérait rapide. C'est un boîtier de direction toutes les minutes 30 ou toutes les 2 minutes. Et finalement, quand on discute avec nos partenaires technologiques, le temps de traitement est largement suffisant pour être intégré dans nos process. Oui. Bah, vous faites du véhicule, vous savez, effectivement, sur les technologies de vision hors industrie, on est sur des temps qui peuvent être beaucoup plus, avec beaucoup plus des rapidités. Et puis dans certains cas, on est sur du process continu. Là, on est aussi sur le process continu, mais qui est quand même bien segmenté, puisqu'à chaque fois, c'est opération, vous faites le contrôle et ensuite vous relancez la suite. Ce qui est important aussi, vous l'avez souligné, c'est toute la partie communication, protocole, puisque vous avez une intégration aussi avec vos systèmes d'information, donc ça, c'est quelque chose à bien considérer. Et puis en final, bon, c'est toujours ce qu'on dit sur ce type de système, c'est qu'on c'est bien de capter de la donnée, mais ce qu'en final, ce que vous voulez, c'est une info. Et c'est bon, c'est pas bon, et que ça soit clair pour l'opérateur. Donc ça, c'est aussi des choses qui étaient importantes, je crois, dans votre projet. Et là, on n'a pas voulu faire le système parfait tout de suite pour pas trop finalement faire du change avec l'opérateur. Aujourd'hui, il continue à avoir l'appui bouton pour dire je vais à l'étape d'après, même si il peut appuyer sur le bouton, si le contrôle n'est pas bon, ça bloque. Mais on va essayer d'avancer step by step. Aujourd'hui, il a un bouton, un voyant vert, un voyant rouge, et qui lui dit c'est bon ou c'est pas bon. Et puis après, on va automatiser un peu plus, on va mettre de l'automatisme. Mais je dirais le premier système d'application qu'on a voulu mettre en place, c'est vraiment pour faire rentrer la technologie dans l'usine et changer un petit peu le change. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on n'est pas l'automobile. Aujourd'hui, 98% de nos opérations sont manuelles. Donc voilà, des nouveaux systèmes comme ça, ça reste de la nouvelle technologie pour nous. Et voilà, il faut aussi travailler avec les opérateurs en ligne quand on leur fait venir des nouveaux moyens. Oui, ce qu'on vit habituellement dans un système IT, où on a l'habitude de dire il faut prendre en compte l'utilisateur, etc. Vous l'avez aussi dans une usine, vous avez des opérateurs, il faut aussi qu'ils comprennent ce qu'on peut faire, que ce n'est pas une boîte noire, que c'est quelque chose qui les aide aussi, parce que c'est toujours les questions, dès qu'on met en place des systèmes, ça interroge beaucoup de choses, et qu'ils puissent se l'approprier. Et vous le disiez aussi, quand on a discuté pour préparer, c'est que vous aviez plusieurs types d'usagers, d'utilisateurs, donc l'opérateur, mais pas que. Et donc il a fallu aussi tous les embarquer dans votre projet. Ouais, vous parliez de boîte noire, mais c'est vrai que je pense que tous les industriels qui sont là aujourd'hui, on a toujours la crainte de ne pas maîtriser ce qu'on met en place. On a des partenaires dans les usines qui sont la maintenance, la qualité, les opérateurs, la production, et de se dire qu'est-ce qui se passe, comment je suis sûr de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de la dite boîte noire, et de rentrer avec des cas simples comme ça et d'accompagner finalement les gens, de les tester déjà hors ligne et puis de leur faire venir, de les faire appréhender le sujet dans un environnement qui n'est pas l'environnement industriel. Ça nous a permis aussi de casser un peu des frontières avec nos différents métiers à l'intérieur de l'usine. On parlait de la qualité, de la maintenance qui peuvent être des fois, ou l'IT, qui peuvent être des métiers un peu freins quand on veut mettre en place ce genre de système dans une entreprise. Okay, merci. Pierre-Guillaume, chez Adlink, est-ce que vous avez, quelles sont les solutions que vous avez l'habitude de mettre en place ? Oui, comme j'ai présenté tout au début, en règle générale, on travaille avec nos clients, soit avec notre gamme de caméras IA. Vous les voyez ici, ce sont des caméras qui embarquent à la fois la partie optique et la partie IA avec plusieurs accélérateurs. Donc c'est des solutions tout en un qui permettent des déploiements assez rapides. On a un programme qui s'appelle POC to 2 weeks. Donc en 2 semaines, on est capable, chez des clients qui disposent déjà d'algorithmes préentraînés, de mettre en place des solutions de ce type dans leurs usines ou dans des applications de ville intelligente. Ensuite, on travaille aussi avec des clients qui ont déjà des équipements en place et souhaitent uniquement apporter l'ingrédient inférence, ont déjà des PC, des ordinateurs. Donc on apporte des modules, ce qu'on appelle du AI on module, qui vont faire la partie inférence. Donc on va alimenter les images sur ces modules et on travaille aujourd'hui avec les principaux fabricants de puces, donc Nvidia comme j'évoquais, Intel, NXP, et de plus en plus aussi avec des fabricants français de puces. Il y en a, des boîtes émergentes. On vient d'annoncer là au début du CIDO un partenariat avec une société qui s'appelle Grey Matter Labs, qui est un fabricant de puces AI pour le machine vision que nous allons intégrer dans nos caméras et dans nos modules. Donc on apportera cette solution également. Donc voilà quelques exemples de produits qu'on déploie actuellement. Merci. Mathias Sanchez, de votre côté, quelles sont aussi les solutions que vous avez l'habitude de mettre en place ? Nous, c'est assez complémentaire de ce qu'on vient de voir chez Adlink, dans le sens où
on ne propose pas le matériel, on va plutôt s'appuyer sur le matériel comme celui qui est montré là, hein, que ce soit les caméras IA ou l'Edge, pour justement déployer les modèles qui ont été entraînés sur ce type de device. Nous, la technologie qu'on utilise justement pour entraîner les modèles ou pour faire le lien entre le SI, c'est-à-dire entre le monde physique et puis ensuite les actions qu'on va pouvoir déclencher, donc c'est Microsoft Azure qui aujourd'hui propose vraiment, que ça soit pour la partie connexion des machines, c'est-à-dire la capacité, ça j'en ai pas forcément parlé, de lier ce qu'on voit au paramétrage de la machine pour comprendre l'impact que peut aussi avoir un paramétrage sur la qualité de ce qui est produit derrière. Donc on va être capable d'agréger ça, l'image, mais aussi les données, pour lier ça dans des modèles et être capable de le redescendre. Donc c'est vraiment ces technologies Azure via l'IoT Hub qui va permettre de récupérer les données et aussi toute la partie Custom Vision qui va permettre d'entraîner des modèles. Et Custom Vision a la particularité d'être un module d'Azure qui permet justement à un utilisateur métier qui n'est pas un data scientist d'entraîner des modèles, de définir qu'est-ce qui est un cas réussi, qu'est-ce qui est un cas en échec, pour justement simplifier la partie algorithmie. Il y a aussi, bien sûr, sur ce type de système Azure, la capacité d'aller faire du machine learning et de créer ces algorithmes très évolués. Là, ça va vraiment dépendre du cas business, du besoin, mais c'est ça qu'on utilise chez nos clients. Oui, c'est une vraie question, hein. L'IA, ça fonctionne si on est bien entraîné. Donc toute la question de l'apprentissage, et dans l'industriel, autant dans certains, on peut acheter des bases de données, dans l'industriel, chacun a ses cas qui sont quand même très spécifiques. Donc tout l'entraînement du modèle, c'est des vrais enjeux qui déterminent directement les résultats qu'on peut obtenir. Exactement. Et on parlait de l'éclairage, on parlait... il faut entraîner le modèle dans les conditions réelles. C'est pour ça que plus on arrive à capter, à avoir une base de données qui est importante, plus on va être capable d'avoir des données qui sont bonnes. Mais il ne faut pas voir ça comme un processus figé. C'est un processus Surtout qui pas, est... non. Ouais, je dis surtout pas, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues. C'est toujours le problème du jeu d'essai, c'est qu'il est entraîné avec les cas qu'on a déjà vus ou au moins qu'on a déjà captés, et il y a toujours du variable qui peut arriver. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a du variable? Exactement. Le non prévu, oui. Il faut la capacité d'avoir du variable, c'est aussi la capacité justement de redescendre ces modèles à un moment donné, de récupérer en continu les images qu'on a pour les réinjecter dans l'entraînement, catégoriser ce qui se passe, hein, réentraîner le modèle et être capable de redescendre ça. Et l'automatisation, parce que quand on passe à l'échelle, hein, c'est-à-dire être capable d'aller déployer sur des caméras comme Handling propose, les modèles, il ne faut pas que ça soit une opération manuelle à aller faire sur chaque site de l'entreprise. L'automatiser par du déploiement Edge, du DevOps, c'est aussi ça la clé de la réussite et de l'industrialisation d'un projet autour de la vision IA. Merci. David Tissot, en termes de résultats obtenus, puisqu'en finalement, en tant qu'industriel, c'est le juge de paix, aujourd'hui, par rapport au POC, parce que vous êtes encore au stade du POC, quels résultats vous arrivez à obtenir? Alors, il y a deux choses. Il y a le résultat qualitatif, chez vous, qui est très important, et éventuellement, effectivement, aussi, est-ce qu'il y a des gains de productivité qui peuvent aussi en retirer, ou des gains, en tout cas, sur la maintenance ou un certain nombre d'opérations? Alors aujourd'hui, le POC, il n'est pas encore complètement en place, donc je vais avoir du mal à parler des résultats. Non, l'objectif, c'est de faire du gain, je vous dis, de baisser la charge cognitive de l'opérateur. C'est plutôt un gain ergonomique et un gain qualité qu'on mesurera. Aujourd'hui, on sait qu'on a des cas qui passent quand même à travers du contrôle visuel, donc on fait du contrôle. Et on va pouvoir faire un peu de gain de productivité en enlevant ces contrôles consécutifs quand on sera sûr du résultat. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire bosser le POC en plus de notre organisation actuelle. Et au bout d'un certain temps, 1 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, quand on aura rassuré aussi les métiers dont je parlais tout à l'heure, on pourra faire un vrai comparo de ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on mettra en place demain. Oui, parce que vous avez 20 à 30 postes, hein, dans ce que vous me disiez. Comment ? À terme, vous avez 20 à 30 postes à équiper. À terme, on sait qu'on a d'autres cas d'usage et on sait qu'on a
Comme dans l'automobile, on a des projets produits qui vont nous renouveler nos gammes. Aujourd'hui, on est 100% diesel. Probablement que demain, on va faire des véhicules électriques. Et où potentiellement, il y a des connexions qui doivent se faire, enfin des contrôles de connecteurs électriques qui doivent être un peu plus précis que ce qu'on peut le faire aujourd'hui. Et là, on sait que le champ d'application et le nombre de cas d'application, il va devenir énorme. Donc oui, 20-30 postes, je dirais que c'est pour commencer. Ouais. Mais voilà, donc il faut qu'on trouve le bon balancing, je dirais, entre le coût d'une solution, le résultat qualité et ce que ça nous fait gagner. Ouais. D'accord. Par contre, pour revenir à la solution, vous me disiez, vous n'avez pas eu la nécessité de mettre de l'IA, donc vision industrielle, c'est pas forcément égal à l'IA. Et vous êtes avec de l'algorithmie, vous arrivez aussi à garantir quelque chose qui en fait, fonctionne bien, aujourd'hui, et peut-être avec plus de déterminisme qu'une en solution. fait, aujourd'hui, on sait dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ouais. On fait de la mesure, en fait, plus qu'on fait du contrôle. On vient mesurer un angle d'alignement entre deux traits, donc on fait de la vraie mesure. Et pour le deuxième, l'enfoncement ou le poinçonnage de l'écrou, c'est pareil, on a des cotes de tolérance, et donc on sait dire ce qui est dans la fenêtre ou ce qui n'est pas dans la fenêtre. Donc on fait de la vision industrielle, et avec de l'algorithme classique, je dirais. Oui. Mais là encore, on n'est pas spécialiste de l'algorithmie, et on s'est appuyé sur des experts pour nous accompagner là-dedans. Parce qu'on voit, ce qu'on a pu voir dans les projets, c'est effectivement qu'on part d'abord du besoin et ensuite on regarde quelles sont les solutions possibles. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, mais effectivement de se dire quels sont les systèmes de vision, quels sont les systèmes de mesure, parce qu'on parle de vision, mais il peut y avoir aussi d'autres croisements de capteurs. Est-ce qu'on est en visible, pas en visible, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, quel est le meilleur traitement le plus adapté? C'est effectivement, on reste, en tout cas dans les projets, on essaie de rester ouvert sur les solutions possibles. De votre côté, Pierre-Guillaume, en termes de gains obtenus, est-ce que vous arrivez à avoir vos clients, est-ce que arrivent à chiffrer les gains qu'ils arrivent à obtenir, alors aussi bien, alors chiffrer, on est dans du quantitatif, mais en qualitatif également, puisque... Oui, j'évoquais avant l'exemple du fabricant de lentilles, donc on a effectué un gain considérable dans la qualité, la précision de détection de défauts, de 30% à 95%, et on pense pouvoir arriver à terme à 99%, puisque ce client continue à réentraîner les algorithmes avec des images, donc on pense pouvoir arriver à ces niveaux-là. Et après aussi, on est vraiment dans des projets extrêmement disruptifs. Je vais vous parler d'un projet, par exemple, de vision industrielle dans la ville intelligente. Donc c'est difficile à chiffrer le gain de façon quantitative. Là, par exemple, on travaille beaucoup avec des opérateurs d'infrastructures, d'autoroutes, et nous avons conçu avec ces opérateurs, et en France aussi, un nouveau radar de nouvelle génération. C'est un radar de covoiturage. En fait, c'est très simple. Il vous prend en photo, et si vous êtes tout seul, vous êtes verbalisé. Si vous êtes avec quelqu'un, d'autres personnes, vous faites du covoiturage, vous n'êtes pas verbalisé. L'idée, c'est de vraiment aider les villes à moins polluer et avoir moins de trafic. Donc voilà, ce système est aujourd'hui en essai dans le périphérique parisien. Donc on peut imaginer à terme un périph' avec une voie rapide covoiturage et 3 voies un peu moins rapide, et contribuer à aider à baisser la pollution à Paris, par exemple. Ouais. Voilà un gain c'est déjà en place sur l'entrée de Grenoble pour ceux qui font régulièrement les allers-retours entre Lyon et Grenoble. Voilà. Donc, ça marche pas toujours très bien. Enfin, bon. Mais effectivement, ça permet effectivement de personnaliser des voies. Vous parliez de BMW aujourd'hui, par exemple, oui. La mise en place des robots, oui. des robots AGV. Est-ce qu'ils ont réussi à chiffrer des gains? Est-ce que c'est de toute façon nécessaire du fait de leur... On a conclu le POC, là on est en déploiement massif, on a plusieurs centaines de robots déjà déployés dans les usines, donc il est difficile à ce stade de chiffrer encore le gain. On réentraîne toujours les algorithmes, on affine encore le design. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, nous avons un sample dans notre stand E015, si vous souhaitez venir voir ça. Donc voilà, il est trop tôt, mais on sait déjà que le client veut déployer massivement la solution. Ça lui permet de garantir ce just in sequence, ce fameux just in sequence, et pouvoir encore personnaliser beaucoup plus ses voitures. C'est ça l'avantage compétitif qu'on lui offre à travers ces robots. D'accord, merci. Mathias Sanchez, de votre côté, alors vous parlez effectivement de gains aux alentours de 98%, mais globalement, alors ça en termes de détection, mais si on passe sur des gains valeur, aujourd'hui, quels sont les ordres de grandeur que dans les solutions que vous avez mis en place,
typiquement chez Photowatt, est-ce qu'ils ont chiffré ce que ça représentait ou C'est des chiffres que je vais avoir, on va dire, du mal à, oui, ça à peut être un peu communiquer. confidentiel, mais globalement, peut-être prendre dézoomer peut-être un peu plus. En fait, il faut le voir. Les données chiffrées, je les ai pas forcément. La manière dont on aborde ces types de projets, ce qu'on n'évoque pas sur la vision IA, c'est aussi il y a des projets qui sont pas susceptibles de marcher avec l'IA. Donc déjà, nous, dans les premiers chiffres qu'on peut donner, c'est que aujourd'hui, sur une base de données, sur un jeu de données, on va être capable, en l'espace de quelques jours, 5 à 10 jours, de tester si les modèles d'IA, on va dire les plus classiques, vont être compatibles avec la détection ou le projet ou l'ambition du client. C'est-à-dire que si on sort un peu des modèles classiques, s'il faut aller dans du développement avec du data scientist, le ROI à aller chercher, il va être vraiment plus compliqué parce que les projets vont coûter beaucoup plus cher. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de proposer très rapidement de tester ce qui est possible pour que le ROI il soit immédiat. C'est-à-dire que de passer de 60 à 98% de détection pour un projet qui a à peine mis, on va dire, 2 mois à se mettre en place, le ROI il va être immédiat. Et ensuite, le ROI il est aussi sur les aspects les opérateurs, alléger la charge de travail, mais il est aussi en termes d'image de l'entreprise. Alors une entreprise qui est plus moderne, plus connectée, dans lesquelles les gens sont mieux, et souvent ça lance d'autres projets derrière. Comme dit, la machine connectée, l'alerting, les dashboards temps réel dans l'usine. Et c'est aussi tout ça qui est intéressant à mettre en œuvre en ROI. Alors, merci. David Tissot, les principales difficultés, alors vous en aviez un petit peu parlé, mais les principales difficultés rencontrées ou les points de vigilance sur ce type de projet, si vous avez un conseil à donner à tous ceux qui sont dans la salle, quels sont un petit peu les points qui sont issus de votre expérience? Alors, ce que je considère qui a bien marché pour nous, et on en parlait tout à l'heure avant d'attaquer la conférence, mais un sujet comme ça s'attaque pas, j'allais dire à l'ancienne, cahier des charges et client-fournisseur classique comme on peut le connaître depuis des années dans l'industrie. Je pense qu'il est important de s'appuyer sur des partenaires technologiques pour éviter de se faire avoir déjà, et puis pour faire de la co-construction des différentes solutions. On a vu tout à l'heure la trame de tout ce que ça représentait, une solution de vision, et se poser les bonnes questions dès le départ. Je veux dire, pour créer le cahier des charges, si on devait nous-mêmes, industriels qui ne connaissons pas les solutions, créer les cahiers des charges, on serait vite perdu et on risquerait de demander ou de faire des cahiers des charges sur des choses qui ne correspondent pas à notre réel besoin. Donc une des bonnes pratiques que je conseille, qui a bien marché pour nous en tout cas, je ne sais pas si elle est duplicable partout, mais c'est de s'appuyer très tôt sur des partenaires technologiques pour avancer et d'intégrer au maximum tous les métiers de l'usine au plus tôt dans la discussion. L'IT est un des partenaires. On est des entreprises qui avons des services IT qui sont des fois conséquents, mais qui peuvent être soit des freins, soit des coûts induits qui n'étaient pas prévus au départ. Et donc c'est important d'inclure tous les différents métiers très tôt dans la discussion et que ça ne sorte pas de la tête d'un ingénieur moyen sur un coin de bureau, mais voilà, tout le monde doit être intégré très tôt dans le développement de la solution et dans le développement du besoin surtout. Une vraie logique projet collaboratif sur le sujet. De votre côté, Pierre-Guillaume, quelles sont les principales difficultés, conseils que vous pouvez donner à des sociétés qui veulent équiper leurs usines sur de la vision industrielle? Comment un petit peu organiser leur projet? Quelle est un petit peu aussi votre approche? Oui, bien sûr. Je peux vous partager mon constat des challenges assez récurrents. Donc dans les phases souvent initiales de réflexion des projets, je vois que ces projets sont souvent drivés par des opérationnels qui ne connaissent pas trop bien l'IA et ont du mal à faire le lien entre une problématique métier, ce que l'IA apporte, et les gains qu'ils peuvent espérer ou l'avantage industriel que l'IA peut leur apporter. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, il y a l'aspect, surtout pour les projets Edge AI, nécessite beaucoup de compétences de spécialistes. Et souvent, ces opérationnels n'ont pas ces compétences en interne. Il faut faire appel à des experts externes souvent, puisque les fournisseurs habituels ne sont pas forcément
ceux qui maîtrisent l'IA. Hein. Donc ça difficulte beaucoup le démarrage du projet et établir les objectifs pour un POC ou pour un projet. C'est là où je rejoins David. Il faut s'entourer d'experts au plus vite. Ensuite, dans les phases de POC, je constate les clients, il y a beaucoup de difficultés dans le choix de la plateforme matérielle. Il faut savoir que la plateforme matérielle, c'est le poste de coût. Donc AD-Link sera probablement le poste de coût principal. Et le choix n'est pas simple. Les clients passent beaucoup de temps dans ce choix, ont du mal à comparer les plateformes. Il y a beaucoup, et en plus, l'offre va in crescendo. Hein. Nous, il y a à peu près 3 ans, on proposait juste 5 ou 6 produits avec un fabricant de puces. On pense d'ici à 10 ans, proposer 200 produits avec plus de 10 fabricants de puces. Aujourd'hui, on est à mi-chemin. Donc, ça fait beaucoup de choix. Aujourd'hui, on assiste à une explosion dans le nombre de puces IA, de Edge IA, une spécialisation des puces. Nous, on décline certaines dans des produits. Donc, ça fait beaucoup d'offres produits et ces opérationnels ont du mal à faire ces choix. Comment comparer? Comment benchmarker? Quels sont les critères de benchmark? C'est du TOPS, du frame par seconde, de l'inférence par watt par seconde. Voilà, il y a beaucoup de critères. Et c'est un choix très important parce que quand vous choisissez une plateforme matérielle, vous choisissez une puce et vous choisissez un écosystème autour de cette puce. C'est des outils, c'est d'autres sociétés, etc. Donc c'est un choix où il faut prendre du temps et s'entourer encore une fois dès le début du POC de spécialistes. Et après aussi un constat qu'on fait souvent, surtout quand on passe en déploiement, les clients ont fait un POC, un premier projet structurant. Et parfois par négligence ou oubli, ou ils n'ont pas considéré parfois certaines contraintes environnementales de l'environnement de production. Ils veulent aller très vite dans le POC, faire simple, parfois avec des dev kits ou des outils qui ne sont pas forcément industriels pour prouver le use case. Et après, voilà, tout ce travail n'est pas facilement transposable en production. Par exemple, je conseille vraiment aux industriels de partir dès le début dans l'époque avec des plateformes vraiment industrielles et bien réfléchir aux contraintes, surtout environnementales, de votre usine ou environnement. Je parle par exemple de température d'opération, présence de vibrations, poussière, projection de liquide, etc. Parce que tous ces aspects vont imposer des fortes contraintes sur le matériel et sur les puces qui vont pouvoir être équipées et donc par conséquent sur les performances de votre IA. Donc je vois arriver beaucoup de clients très excités avec des algorithmes, avec des POC qui ont fonctionné, mais après quand on leur dit voilà en mode industriel, ben, vous ne pouvez pas pour l'instant obtenir ces performances parce que voilà, dans le matériel industriel, on n'est pas encore dans l'état de l'art à ce niveau. Donc voilà, bien intégrer ces aspects-là. Et après aussi, bon, un peu moins dans l'industrie, plus dans le Smart Cities, on travaille beaucoup dans la ville intelligente. Il y a des aspects aussi liés à la réglementation, bien quand vous arrivez avec une solution très disruptive, parfois il y a la réglementation qui va vous freiner. Je reprends juste pour terminer l'exemple du radar de covoiturage. Cette solution, elle fonctionne, elle est fiable, mais aujourd'hui, il n'existe pas en Europe ni en France un cadre qui homologue ce qu'est un radar de covoiturage. Donc, on ne peut pas le déployer massivement pour aider les villes, justement, à réduire le trafic et la pollution. Donc, voilà. Donc, ça aussi, bien intégré. Si vraiment vous arrivez avec une solution très disruptive, ces aspects-là. Il faut bien tout regarder. Bon, après, on reste dans des choses, entre guillemets, classiques en environnement industriel. C'est-à-dire qu'il faut bien les prendre en compte. Mais on sait qu'en déployant un système... notamment avec de la vision, etc., électronique, connectée, etc. On n'est pas dans un labo, il y a de la variabilité, il y a vous l'avez dit, de la poussière, etc. Tout ça, il faut le prendre en compte. Surtout la température d'opération, surtout les étés, c'est des équipements qui chauffent beaucoup, qui consomment beaucoup d'énergie. Ça chauffe, la température parfois peut mettre en repli les processeurs, ce qu'on appelle du throttling, et vous allez voir vos performances dégradées. Donc il faut bien faire des tests pendant l'hiver et pendant l'été. Mathias Sanchez, de votre côté, quels seraient les conseils alors, j'ai un petit peu expliqué la façon dont vous travaillez en recherchant un petit peu le quick win et des temps de cycle assez rapides. Mais comment les principaux conseils que vous donnez ou les difficultés qui sont aussi rencontrées sur ce type de déploiement? S'il y a un conseil que je pourrais donner pour lancer ce type de projet, c'est vraiment de constituer, même avant de consulter des intégrateurs ou des gens qui proposent des solutions, le plus rapidement possible, une banque d'images justement de la vision de ces fameuses images pour pouvoir la soumettre à ces intégrateurs ou comme nous
aux éditeurs de solutions pour déjà avoir une première tendance des résultats. Aujourd'hui, nous, si vous venez nous voir avec une banque d'images, on va être capable de tester. On n'aura peut-être pas la perfection, je veux dire, comme si on avait passé plusieurs mois sur le projet, mais on aura déjà un premier sentiment, une première tendance sur votre projet. Aujourd'hui, c'est ça que vous devez aussi chercher avec un intégrateur ou avec une solution si vous vous lancez dans ce type de projet. Parce que des fois, il y a des verrous technologiques, hein, comme on l'expliquait, qu'on ne va pas pouvoir franchir. Donc, faut voir, ça déterminera aussi l'investissement qu'il y aura à mettre derrière sur le projet. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre point qui peut être important, c'est la partie, et qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est la partie sécurité. C'est-à-dire que quand on va, souvent, le SI industriel est très isolé du SI de l'entreprise institutionnelle. Via l'IA, on les interconnecte. Via les objets connectés, on crée un pont entre les deux. Il faut être capable de le maîtriser. Donc effectivement, il ne faut pas se lancer dans via des plateformes qui sont peut-être non professionnelles ou pas adaptées. Même dans le cadre du POC, il faut réfléchir à cette partie-là, avoir quelque chose qui aille tout de suite tendre vers un standard industriel fort, un standard sécurisé fort. Et effectivement, le dernier conseil, j'en ai déjà un peu parlé, il y a une vraie différence entre développer un POC à un endroit de la chaîne de production et le déployer au niveau mondial sur 10 000 usines et 100 000 devices. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de gestion, d'organisation du système d'information derrière, pour être capable de piloter ça, de le mettre à jour, de le modifier au fur et à mesure et d'en gérer la sécurité. Donc tout ça, effectivement, les métiers ont un rôle prépondérant pour comprendre ce qui se passe. C'est eux qui sont à l'initialisation de tout ça. Mais en sous-main, on doit avoir l'IT de l'entreprise qui est là pour s'assurer que tout ça se mette bien en œuvre et soit bien orchestré. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette facile d'une minute, cette table ronde. Donc je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps ou pas de prendre peut-être une ou deux questions dans la salle, si vous avez des questions sur le sujet. Oui. D'accord, donc la question, c'est, on a parlé beaucoup vous l'avez entendu, beaucoup de contrôle qualité, et la question qu'il pose porte sur le débraquage, sur la façon dont. Donc je ne sais pas qui souhaite. Je peux apporter peut-être un commentaire. Alors, on a travaillé déjà avec plusieurs partenaires en France dans la thématique du débraquage. Après l'évolution dans le temps, je ne sais pas vous dire voilà, les performances qu'on arrivera à obtenir. Nous avons déjà plusieurs déploiements avec la société Actemium, qui est un partenaire d'Adelink, groupe Vinci, qui propose des solutions de débraquage avec nos PC industriels. Après, l'évolution elle-même, en termes de performance, si c'est à votre question, si ça va être adopté à quel horizon, je ne sais pas vous dire en masse à quel horizon. Peut-être parler avec un spécialiste, je peux leur poser la question et revenir vers vous. Après, on peut parler offline. Merci. Est-ce qu'il y aura éventuellement une deuxième question? Oui. Merci. Bonjour. Vous parliez de contraintes environnementales. Et il y a de plus en plus d'industries, donc je pense à domaine agricole par exemple, qui commence à être des industries plus technologiques, plus robotisées. À quel horizon est-ce que vous voyez à la fois du hardware et des solutions logicielles qui seraient capables de répondre à des contraintes de température élevée, poussière élevée, beaucoup d'humidité, etc. Oui, d'accord. Oui, écoutez, on a déjà des solutions qui supportent des contraintes environnementales extrêmement fortes, hein, des PC équipant des puces IA qui peuvent monter jusqu'à 85 degrés de température ambiante, hein, et moins 40 température ambiante, donc c'est déjà pas mal. C'est souvent des PC qui sont complètement fanless, sans ventilateur, pour justement l'aspect vibration et qu'il n'y ait pas de problème de maintenance. Donc on a déjà des solutions et on a déjà des clients. D'ailleurs, on travaille avec un client en France qui fabrique une machine agricole autonome pour la collecte des artichauts. Voilà, donc on a déjà un POC au cours avec. Donc c'est possible déjà, la technologie le permet.
Oui, pour compléter votre réponse, on a beaucoup de choses, nous, dans l'agricole, où il y a effectivement embarqué sur du matériel agricole, donc généralement ça reste du diesel, donc ça vibre, c'est un peu dans tous les sens. Et non, on trouve des solutions, sachant aussi que c'est un métier en termes qui est quand même pas mal drivé par l'automobile. Donc on va retrouver aussi tous les plages de température de l'automobile et tous les niveaux d'exigence de l'automobile, notamment en termes de fiabilité, puisque là on parle de vision industrielle, donc avec des contraintes, j'allais dire, de temps réel qui sont relativement légères. En automobile, vous imaginez ce que ça peut donner. Voilà, c'est à la milliseconde, enfin même moins. Enfin, on est vraiment sur des temps et avec des exigences en termes de sûreté de fonctionnement qui sont très très élevées. Donc ça donne aussi. Enfin, on a en termes de technologie, on a quand même des choses qui vont loin, qui vont de plus en plus loin, et avec des domaines d'application, enfin des domaines en termes d'exigences environnementales qui sont quand même relativement sévères. Voilà. Par contre, c'est pour ça qu'on a insisté sur l'éclairage. Dans l'agricole, vous êtes souvent en lumière naturelle, donc tout va bien. Alors, il peut y avoir des variations suivant la position du soleil, etc. Alors que dans un domaine industriel, on est aussi pas mal perturbé, quoi. Après, c'est clair que vous êtes derrière une moissonneuse-batteuse, il y a un peu de poussière, il y a plein de choses qui se passent, donc ça reste aussi complexe. Donc c'est vraiment à chaque fois les cas d'usage qu'il faut bien regarder et être bien analysé, parce qu'une bonne IA, si on n'a pas les bonnes images, on n'aura pas la bonne IA. On ne l'a pas trop évoqué, mais il y a aussi des solutions sur les imageurs, aussi en infrarouge, qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, on travaille aussi à mixer du visible, du non-visible, du proche infrarouge, etc. Éventuellement aussi avec d'autres capteurs, c'est-à-dire avec de la fusion de capteurs qui peuvent donner aussi des choses intéressantes. Voilà. Et donc, peut-être pour conclure, c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même qui est très riche, parce qu'on arrive à avoir de très bons retours sur investissement, des belles choses, donc aussi bien en qualité qu'en travail opérateur, etc. Et en même temps, qui nécessite, et vous l'avez bien dit, David Tissot, beaucoup de compétences qui sont très diverses, parce que justement, c'est en mixant l'ensemble de ces compétences qu'on va réussir à trouver les bonnes solutions. Parce que il y a toute la partie hardware, il y a toute la partie traitement d'image, la partie IA, les architectures. Qu'est-ce qu'on met proche capteur, parce qu'on l'a pas évoqué, mais un petit peu au travers de vos offres, on l'a un petit peu évoqué. Hein. Proche capteur, des choses qui sont dans le cloud, un mix des deux, puisque entre l'apprentissage, il y a beaucoup de sujets en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très riche. Messieurs, mesdames, je vous remercie pour votre attention, Merci. Et à bientôt pour échanger.